Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes donc à l'écoute de Radio Courtoisie, de l'émission de Bernard Lugan présentée ce soir par Philippe Conrad. Je vous présente d'abord nos invités. Dominique Vénère, qui n'est pas à proprement parler un invité, mais un partenaire régulier de cette émission, le directeur de la Nouvelle Revue d'Histoire. Jean Monneret, avec qui nous parlerons de la fin de la guerre d'Algérie, à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage, La tragédie dissimulée, 5 juillet 1962. Jean Monneret s'est imposé depuis quelques années comme le spécialiste de cette période, notamment depuis la publication de la phase finale de la guerre d'Algérie, publiée chez l'Harmattan il y a 2 ans, je crois. Jean Monneret vient de publier donc cet ouvrage consacré au massacre d'Oran de juillet 1962. Pour remettre un petit peu nos auditeurs dans le cadre historique, chronologique dans lequel il convient de replacer ces événements, rappelons rapidement quelques points de cette guerre d'Algérie, commencée donc à la Toussaint Rouge de 1954, qui prend une autre dimension avec les massacres de Philippeville-del-Alia en 1955, avec l'envoi du contingent par Guy Mollet en 1956, la bataille d'Alger. 58, le retour de Gaulle au pouvoir, jamais le drapeau FLN ne flottera sur Alger, l'Algérie restera toujours française, on connaît là toute l'ambiguïté des discours de Gaulle à ce moment. La guerre gagnée de fait militairement au cours des mois suivants, en 1959-60, avec les grandes opérations montées dans l'Est algérois, et puis en parallèle, la politique d'abandon, le message de septembre 59 sur l'autodétermination, ensuite les barricades d'Alger au début de 60, le putsch de quelques jours d'avril 61, et cette politique d'abandon qui se confirme, d'acceptation de discussion avec le FLN, jugé auparavant comme une organisation terroriste, le désespoir grandissant d'une population européenne d'Algérie qui a le sentiment d'être outre-Méditerranée chez elle. C'est là qu'elle a ses cimetières, qu'elle a ses morts. C'est un pays qu'elle a fabriqué, qu'elle a construit dans une très large mesure, et tout cela pour mener au drame final que l'on sait à partir du printemps 1962, le 19 mars donc les accords d'Évian, le 26 mars la fusillade de la rue d'Isly, et ensuite tout le mécanisme, tout l'engrenage de ces mois tragiques va se mettre en mouvement, et nous arrivons là dans le domaine qui est la spécialité donc de Jean Monneret que nous accueillons ce soir, qui a publié, je vous le rappelle, donc aux éditions de l'Harmattan, la phase finale de la guerre d'Algérie, qui est un ouvrage plus général que celui dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, Jean Monneret, on a signé les accords d'Évian, il y a eu la rue d'Isly à la fin du mois de mars. Comment se présente donc l'Algérie en ce début du printemps 62, et avec vous, nous allons reconstituer le film des événements qui vont nous mener jusqu'au massacre d'Oran et jusqu'à la fin de l'Algérie française. Alors bien entendu, il faut commencer par rappeler il y a sur place une résistance qui s'est organisée, et c'est le rôle de l'organisation de l'armée secrète. Alors sans entrer dans le détail de ce qu'on pourrait dire sur l'OS, il y a donc une résistance qui est particulièrement implantée dans les grandes villes de la côte, notamment à Alger et à Oran. Et il faut dire que cette résistance à la politique gaulliste comporte des éléments extrêmement solides, tout au moins en a-t-on l'impression au début. Et en particulier, la ville d'Oran est, si vous voulez, un bastion de l'OAS, ce qui bien sûr aura des conséquences relativement à la tragédie du 5 juillet. Alors, vous avez fait allusion au 26 mars, il est évident que le 26 mars à Alger, alors cette fusillade de la rue d'Isly a une très grande importance, puisque sur le plan du moral des Européens, cette fusillade va en quelque sorte briser certaines de leurs aspirations, en tout cas l'optimisme de beaucoup d'entre eux, et comme ce sera suivi de l'arrestation
de l'arrestation, plutôt l'arrestation du général Jou a précédé, enfin ce sera suivi de l'arrestation du général Salan et de la plupart des chefs importants de l'OAS, tout au moins de l'OAS militaire. Il est évident qu'il y a là une phase extrêmement délicate de cette fin de la guerre d'Algérie, où il apparaît que le pouvoir, disons le pouvoir parisien, est décidé à briser les oppositions qu'il rencontre en Algérie. Bien entendu, quand nous parlons de la résistance des Français d'Algérie, il faut y inclure pas seulement celle des Européens, mais aussi de nombreux musulmans. Il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'on appelait le parti de la France, et qui chez les musulmans existe, est très important. C'est évidemment le phénomène des harkis, qui aboutira finalement, comme nous le savons, à un massacre. Massacre d'ailleurs qui commence dès la proclamation du cessez-le-feu lui-même, car dans la région de Saïda, par exemple, dans le sud oranais, des harkis ralliés qui ont créé un commando très célèbre, le commando Georges, seront dès le mois d'avril enlevés et assassinés. Alors que certains sont entre-temps devenus des officiers de l'armée française. Ceci est extrêmement grave. Bien entendu, il n'y a pas que là, il y a aussi le massacre des harkis de Boualem, toujours dans cette région de Saïda et du sud oranais. Alors sans vous chercher à être exhaustif, parce que ce serait un peu trop long, mais disons brièvement que il se produit alors un événement très très important, très grave. À partir du 17 avril, le FLN, qui bien entendu profite du cessez-le-feu pour s'emparer du maximum de points d'appui, tant dans la campagne algérienne que dans les grandes villes, où il s'efforce et réussit, sans opposition sérieuse de l'armée française, à contrôler la plupart des quartiers musulmans. À cette époque, dans de grandes villes comme Oran et Alger, il y a des quartiers musulmans à l'intérieur de la ville, mais il y en a aussi tout autour, à la périphérie, et peu à peu, ces quartiers, tant au centre qu'à la périphérie, passent sous le contrôle du FLN. C'est alors que va se déclencher une nouvelle phase du terrorisme FLN. Nous sommes, je le rappelle, dans la période du cessez-le-feu. Donc le FLN est tenu par le cessez-le-feu, et par conséquent, il n'utilise plus d'armes à feu, il ne se livre plus à des attentats par revolver ou grenade comme il l'a fait jusqu'à maintenant, et il va avoir recours à la tactique des enlèvements. Enlèvements d'Européens qui ne sont pas des enlèvements ciblés, ce sont des enlèvements qui visent toute personne européenne se trouvant à la limite des quartiers musulmans européens. Et ces enlèvements seront extrêmement nombreux, puisque il apparaît aujourd'hui que le chiffre de 3000 et même plus, 3000 personnes enlevées, mais ce chiffre, je le sais, est dépassé. Dans les archives, on a fait des découvertes, on s'est aperçu qu'il y avait des dossiers qui avaient été oubliés. Enfin bref, le chiffre tournerait plutôt autour de 3500 personnes enlevées, dont les 2/3, je dois le rappeler, sont à ce jour toujours pas retrouvées, dont le sort reste pour la plupart d'entre elles inconnu. C'est donc, voilà, ce qui, à mon avis, caractérise cette phase finale de la guerre d'Algérie. Alors, vous nous avez un petit peu mis l'eau à la bouche, là, en parlant du parti de la France, à propos des musulmans qui ont choisi le camp de la France. Est-ce que vous pourriez développer un peu sur cette question, préciser un peu? Alors, écoutez, il faut, si on se replace dans le contexte de l'époque, il faut dire que nous sommes soumis, comme vous le savez, à une désinformation extraordinaire. Nous avons eu en 2003, sur les écrans de télévision, un déferlement de films qui étaient tous hostiles à l'armée française, tous hostiles à la politique française en Algérie, pas seulement pendant la guerre d'Algérie, mais avant même. Et donc, on pourrait croire, à écouter ces films, à écouter ce que je dis dans ces films, ces documentaires, plus une foultitude de livres, on pourrait croire que l'Algérie tout entière était dressée comme un seul homme contre la présence française,
contre contre l'autorité française. Bien entendu, ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie savent que les choses étaient beaucoup plus compliquées et ce qui n'a rien d'ailleurs d'étonnant parce que, essayons de réfléchir un petit peu. Prenons le cas d'un musulman algérien qui vit sous la domination française. Je ne dis pas que cette société à laquelle je fais allusion était une société impeccable et qu'il n'y existait pas d'injustice, bien sûr. D'ailleurs, qui pourrait me montrer une société où il n'y a pas d'injustice? Mais enfin, sans entrer dans un tel débat, pourquoi un musulman algérien bénéficiant de la citoyenneté française et étant malgré tout bénéficiaire d'un certain nombre de libertés, d'un certain niveau de vie, malgré les contraintes, malgré les difficultés qui étaient celles d'un pays en voie de tiers-mondisation d'un côté, mais très moderne de l'autre, et surtout frappé par une démographie à l'époque accablante, pourquoi un tel citoyen aurait-il eu l'idée de renoncer à sa citoyenneté française pour acquérir la citoyenneté d'un pays du tiers-monde n'ayant jamais existé? Non. Il est bien évident que beaucoup de gens étaient attachés à la France pour toutes sortes de raisons, les unes des plus nobles, les autres peut-être des plus matérielles. Il n'en demeure pas moins que tant par le nombre de ceux qui participaient à la vie politique française en Algérie, je parle des musulmans, et qui y avaient acquis des positions, leurs familles qui étaient souvent nombreuses, que par le fait que beaucoup de musulmans avaient quand même un intérêt à la présence française, et puis par le fait aussi que tant dans l'algérois que dans le constantinois, il n'y avait pas encore, ou moins que dans... Je me suis mal exprimé, j'ai voulu dire dans l'algérois et dans l'oranais. Il n'y avait pas encore, moins que dans le constantinois, ces influences islamiques, ces influences venues du Moyen-Orient. Ceci se traduisait par le fait que de très nombreux musulmans étaient attachés à la France parce que, ils avaient pris l'habitude de voir leur destin lié à notre pays. Ce qui s'est passé, en outre, pendant le conflit algérien, c'est que, ça n'est pas un scoop, le FLN utilisait le terrorisme. Et ces méthodes étaient extrêmement violentes, non seulement contre les Européens, mais aussi contre les musulmans. D'ailleurs, les victimes les plus nombreuses du terrorisme FLN ont été des musulmans. Bien entendu, ceci entraînait chez de très nombreux musulmans une réaction qui était de s'opposer au FLN, et lorsqu'ils furent sollicités de le faire, s'engager à la fois militairement et politiquement aux côtés de l'armée française, aux côtés de la politique française, contre le FLN. Et ceux qui ont été engagés dans le conflit algérien militairement savent que sans la présence des supplétifs et des soldats musulmans, le combat aurait été beaucoup plus difficile, voire même impossible. Quels étaient les chiffres approximativement en 1960, par exemple, vers 1960, des effectifs musulmans, soit ce qu'on appelle les harkis, soit les supplétifs, soit ceux qui servaient dans les unités régulières. Écoutez, je crois qu'on a un chiffre qui tourne autour de 200 000. C'est ça. C'est-à-dire que vous aviez, je pense, à l'époque, le FLN avait environ 25 000 hommes sous les armes. Il y avait 200 000 musulmans qui servaient sous diverses formes dans l'armée française. Voilà. Je remercie pour toutes ces précisions Jean Monneret sur ce que représentait justement ce parti de la France. Pour ce qui concerne les harkis, je renvoie évidemment aux travaux du général Fèvre qui a établi, je crois, des synthèses à peu près définitives sur la question et que nos auditeurs connaissent bien. Alors, oui, une petite une incidente. Je pense que le terme même de parti français concernant les musulmans
a été utilisé par le général Schall, qui était commandant en chef en 1959-1960. Et le général Schall, s'appuyant sur les chiffres et la comparaison des chiffres que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire environ 200 000 engagés de différentes façons du côté français en armes,